Les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vous raconte 3 histoires d'horreur qui ont été dénichées sur le site Reddit Let's Not Meet. Donc, c'est des histoires qui ont été réellement vécues par des utilisateurs et transcrites sur le site même. Chaque histoire augmente en intensité, donc restez jusqu'à la 3e, ça vaut le coup. Donc, je vous souhaite une bonne écoute sans plus tarder. On part pour la première histoire. Let's go. Donc, les amis, la première histoire s'intitule « Verrouiller vos portes ». Pour mettre rapidement dans le contexte, je m'appelle Léo, j'ai 23 ans et j'habite dans un studio dans une résidence récente et bien sécurisée. Donc, on précise qu'il y a 3 portes avec des badges à l'entrée pour rentrer dans le bâtiment. Et l'utilisateur précise qu'il réside dans un quartier assez populaire de Lille, en France. L'utilisateur précise que l'histoire est vraiment récente puisque celui est arrivé dans la nuit du 10 décembre 2024, donc on parle de quelque chose de vraiment récent. Donc, vendredi soir, petite sortie avec ma nouvelle petite amie au marché de Noël de Lille. On mange un petit truc en ville et on rentre chez moi. À un moment, sur le ton de la blague, avant d'aller se coucher, je lui dis une connerie du genre « Si t'es pas contente, tu rentreras chez toi ». Et elle entre dans le jeu en faisant semblant de sortir, mais elle ferme la porte tout de suite. Instinctivement, je vérifie si la porte est bien fermée parce que, en parlant avec elle, je ne l'avais pas entendu claquer. J'ai bien fait de vérifier parce que la porte était encore ouverte et j'ai fait quelque chose que je ne fais jamais d'habitude, c'est-à-dire j'ai fermé à clé. J'ai toujours vécu dans des maisons ou des appartements qui n'avaient pas de clenche à l'extérieur et qui s'ouvraient seulement avec une clé. Donc ça se voit beaucoup en Europe, c'est vraiment comme des serrures qu'on ouvre, que tu peux ouvrir la porte seulement avec la clé. Au Québec, on n'est pas vraiment habitué à ça, mais en Europe, ça se fait beaucoup. Donc bref, après ça, on finit par s'endormir et vers minuit, c'est à partir d'ici que les choses deviennent inquiétantes. Vers 2h40, 2h50 du matin, on est tous les deux réveillés par le bruit d'une sonnette. La première fois, ça me réveille et je m'émerge doucement avant de me demander ce qui se passe. Ma copine, qui a encore du mal à se réveiller, m'a dit d'aller ouvrir parce qu'elle pensait qu'il était 9h, que c'était peut-être un voisin ou une autre personne qui avait besoin de quelque chose. Les sonneries continuent de manière de plus en plus excessive, comme si la personne de l'autre côté de la porte savait qu'il y avait quelqu'un. Et avec ma copine, je commence à se demander un peu qu'est-ce qui est en train de se passer. Au bout d'1 ou 2 minutes, je décide d'aller voir discrètement à travers le judas de la porte. Alors je dis à ma copine de faire aucun bruit et j'avance le plus discrètement possible vers la porte d'entrée, pendant que la personne continue à sonner. En fait, l'utilisateur voulait se rapprocher le plus du judas possible pour pouvoir essayer de voir à l'extérieur qui se trouvait devant la porte. Et là, au moment où j'ai posé ma main sur la porte et que j'allais ouvrir le judas, la personne se met à gratter la porte. Sur le coup, j'ai eu vraiment peur et je suis retourné me poser dans mon lit pour réfléchir. La sonnette allait vraiment de plus en plus fort, les grattements aussi. Ça commençait à toquer, taper. Donc j'ai décidé d'appeler la police. Et quand j'explique en chuchotant au téléphone que quelqu'un sonne et gratte à ma porte, ça recommence de plus belle. On me dit que les policiers vont passer et j'explique que j'ai peur qu'avec le bruit de l'interphone, la personne devienne violente et que je sais pas comment les faire rentrer les policiers autrement dans le bâtiment. Après avoir accroché, la personne s'est mise à s'amuser avec la sonnette. Appuyer quelques secondes pour faire un ding et relâcher pour faire un dong. C'est un peu étrange à dire, là, mais c'est ça qui est écrit. L'utilisateur précise que le suspect tapait à des endroits différents de la porte. Ma copine était en panique. Je faisais mon mieux pour la rassurer et lui dire que la police arrivait, qu'il pouvait rien arriver, que la porte était verrouillée, etc. Il y a un détail qui m'a terrorisé par contre. À l'intérieur, la lumière du couloir s'était éteinte, mais les bruits continuaient. Le détecteur de présence est juste devant la porte et est vraiment sensible. La lumière s'allume tout de suite quand j'ouvre ma porte, habituellement. Ça, en gros, là, ça veut dire que la personne était immobile devant la porte. Immobile devant la porte, je répète, et continuait de gratter et de toquer à différents endroits de la porte. C'est horrible, c'est ultra stressant. C'est quelque chose qui m'est d'ailleurs déjà arrivé, je vous en parlerai peut-être dans une autre vidéo, ça m'est déjà arrivé en voyage, ça. Donc ma copine était en panique, je faisais de mon mieux pour la rassurer. Entre-temps, j'ai ouvert mon volet et j'ai fait le moins de bruit possible pour surveiller l'arrivée de la police. Les bruits se sont calmés pendant un bon quart d'heure, tout d'un coup, pendant une bonne minute. Donc les bruits ont recommencé pendant une bonne minute et on s'est mis à entendre des bruits qui semblaient être les bruits d'un marteau cogné sur le mur qui était juste à côté de mon lit. Wow. Après ça, on n'entend plus rien. J'ai eu une dernière frayeur quand j'ai vu une voiture s'arrêter, une fille d'une vingtaine d'années sortir et aller vers la résidence pour entrer. Je m'étais dit merde. J'ai pris le plus long couteau de ma cuisine dans mes mains et je me suis dit ok, si la jeune fille tombe sur le type fou à l'extérieur de ma porte, j'aurais pas le choix d'aller l'aider. Donc heureusement, pas un bruit, donc j'imagine qu'elle est rentrée sans souci et une dizaine de minutes après, je vois une voiture de police arriver. L'interphone sonne et j'ouvre aux policiers. Je leur explique ce qui vient de se passer et ils ont fait un tour des étages pour s'assurer qu'il y avait personne avant de repartir. Ils m'ont expliqué qu'ils n'ont rien trouvé. Rien. Il n'y avait personne dans le bâtiment. C'est une expérience vraiment horrible. C'est une expérience vraiment horrible et stressante pour des gens qui n'ont jamais vécu ça. En fait, même ceux que c'est pas la première fois que ça leur arrive, c'est extrêmement stressant. T'as quelqu'un à l'autre bord de ta porte, tu sais pas qu'est-ce qu'il veut. C'est surtout à cause de l'heure. Il est environ 3h du matin. Là, c'est pas pratique commune là, de faire ça aux portes d'entrée de tes voisins. Là. Donc forcément, ça doit être quelqu'un de mal intentionné qui cherchait seulement à faire du mal autour de lui.
Donc sans plus tarder, messieurs, dames, on passe pour la deuxième histoire. Let's go. L'église dans les bois. Donc c'est une histoire qui est un petit peu plus longue que les autres, mais ça vaut la peine de rester jusqu'à la fin, vous allez voir pourquoi. Donc l'histoire débute ainsi. J'ai grandi dans l'Ohio dans les années 70 et mon ami d'enfance, Joe, et moi, on passait tout notre temps libre à l'extérieur. Joe vivait dans une ferme bordant une grande forêt, mes parents me laissaient chez lui le matin, on restait dans les bois tout le week-end. On ne sortait que pour aller à l'école. On adorait faire semblant d'être des pionniers. On construisait des abris, des pièges, on s'exerçait à allumer des feux avec des bâtons, bref, on faisait tout. Quand on est arrivé au secondaire, on a eu l'idée de faire un Stand By Me. Ce film était sorti récemment et on voulait faire pareil. L'idée, c'était de marcher sur les rails à travers la campagne, mais au lieu de chercher un cadavre, comme dans le film, on cherchait des ponts intéressants pour pêcher et camper un peu plus loin. Bien sûr, on savait que c'était dangereux et on risquait de faire de l'intrusion, mais on était des gamins, alors ces gars-là s'en foutaient. On a passé des super moments. On a trouvé des belles rivières, des ponts inconnus, on a pêché, on s'est caché des trains. Le soir, on campait dans les bois près des rails et on allumait des petits feux cachés. Rien de mauvais n'est arrivé. Rien. C'était idyllique. En fait, c'était tellement amusant qu'on l'a fait plusieurs fois et il n'est jamais rien arrivé. Après le lycée, Joe et moi avons pris des chemins différents. On a quitté nos maisons, mais on est toujours restés en contact et on essayait de se voir de temps en temps. Un été dans les années 90, on a eu l'occasion d'être tous les deux en ville pour une semaine. Le jour, on passait du temps avec nos familles et le soir, on allait boire un verre dans un bar pour s'asseoir autour d'un feu chez Joe et on parlait du bon vieux temps. Une nuit, on a commencé à discuter de nos voyages Stand By Me. Eh bien, la nostalgie et la bière font des merveilles, on a vite décidé de prendre une journée, marcher sur les rails, camper une nuit et rentrer à pied le lendemain. Le jour venu, on est parti tôt le matin. Ma femme nous a déposé à notre ancien point de départ, juste à l'extérieur de notre ville. Elle trouvait ça totalement fou et n'a pas hésité à nous le dire. Quand elle est partie, Joe a proposé qu'au lieu de suivre notre route habituelle, qu'on prenne la direction opposée juste pour l'aventure. On connaissait très bien le terrain, on avait une carte, alors j'ai répondu pourquoi pas. Et puis on s'est lancé. La journée s'est très bien passée. C'était amusant et un peu triste, nostalgique, mais dans le bon sens. On a trouvé un pont et on s'est assis au bord, on a bu une bière et on a continué. On n'avait pas de matériel de pêche, mais on avait emporté de la nourriture en conserve et d'autres trucs. Avant que la nuit tombe, on a choisi un endroit pour camper. C'était dans une zone boisée très dense, avec des arbres tout autour des rails. On avait l'impression d'être dans un tunnel. On avait apporté des petits hamacs pour dormir. Avant de les installer, on a décidé de faire un peu de repérage autour, voir si on n'était pas sur une propriété privée. C'est ce qu'on faisait aussi dans le passé. On faisait un petit tour du campement pour être sûr qu'il n'y avait pas de maison juste derrière ou une colline et qu'on ne campait pas dans leur cour. On a marché peut-être une centaine de pieds dans les bois, environ une trentaine de mètres, et on a monté une petite pente. On s'est dit que si on voyait rien en haut de cette colline, ça irait. Mais en arrivant au sommet, on a vu un vieux bâtiment au fond, environ à 100 mètres dans les bois. C'était à peine visible. On a réfléchi un moment sur ce qu'on devait faire. On pensait que c'était une petite grange ou quelque chose du genre parce qu'il ne semblait pas y avoir de route pour y accéder. De là où on était, il ne semblait y avoir personne. C'était calme, rien ne bougeait, pas de lumière, rien. On a décidé de s'approcher un peu pour être sûr. On est descendu très lentement et en s'approchant, on a vu que c'était pas du tout une grange mais une vieille église. Ce qui peut arriver dans des coins de pays qui sont plus reculés ou quoi que ce soit. Elle avait l'air d'être abandonnée depuis des années. C'était un vieux bâtiment bas, affaissé, dont les planches en bois étaient presque noires à cause de la mousse et de la pourriture. Une croix était toujours visible au sommet. Elle était toute noire. Aucune fenêtre n'avait de verre et il n'y avait pas de porte, juste des ouvertures. On était assez proche pour voir l'intérieur. Il y avait des rangées de bancs et un espace en avant pour le prédicateur, le curé. On n'est pas allé jusqu'à l'intérieur parce qu'on n'en avait pas envie. Au-delà de ça, il n'y avait aucun signe de vie. Pas de traces, pas de chemin, pas de route. Une église complètement abandonnée. On est parti immédiatement et on est retourné au sommet de la colline où on avait prévu de camper. La colline entre nous et l'église nous a un peu rassurés. On était quand même un peu mal à l'aise par rapport à ça. On s'est dit que c'était juste la nature effrayante d'une église en plein bois qui nous donnait la chair de poule. De plus, à ce moment-là, il commençait à faire sombre, alors on a installé nos hamacs et on est allé dormir et on s'est dit qu'on partirait le matin très tôt. La nuit est tombée, et pendant qu'on était dans nos hamacs, à discuter, on a commencé à entendre quelque chose dans la direction de l'église. Notre conversation ressemblait à ça. On ouvre les guillemets. T'entends ça? C'est quoi ce bruit-là? On dirait des gens qui chantent. Et c'était exactement ça. On aurait dit des chants. On est sorti précipitamment de nos hamacs et on s'est accroupi, en tendant l'oreille. On a écouté pendant 1 ou 2 minutes, et les chants ont continué, mais n'ont pas augmenté en volume. Finalement, on a décidé de remonter la colline en silence pour essayer de repérer d'où venait le bruit. On se déplaçait encore silencieusement dans les bois. C'était devenu naturel pour nous. La lune était à peine visible, mais elle suffisait à nous éclairer, juste assez pour ne pas se cogner dans un arbre, mais c'était presque noir. On n'a pas utilisé de lampe de poche et on est resté en silence. Quand on est arrivé au sommet, on a vu une lumière au loin. Elle venait de l'église, et le chant venait de l'intérieur. Joe et moi avons mis nos têtes ensemble et avons chuchoté. Tu crois vraiment ce qu'on vit là?
La lumière ressemblait à une lumière de bougie parce que de la façon dont elle tremblait. Et bien qu'on ait essayé, on n'a pas pu comprendre ce qui était chanté. Ça ressemblait à de la musique religieuse, mais dans une autre langue. On est resté là un moment à essayer de voir qui était à l'intérieur, mais on ne voyait que des ombres de temps en temps. On n'avait pas l'intention de s'en approcher davantage, on était environ de la longueur d'un terrain de football. Et on comptait bien garder notre distance. Le chant continue un moment, puis on s'est arrêté. Une voix masculine et profonde a commencé à chanter. Et déjà qu'on était effrayés, cette voix m'a complètement terrifié. On aurait dit un prédicateur de l'Ancien Testament, comme dans les films. Mais encore une fois, on aurait dit qu'il parlait une langue qu'on ne comprenait pas. Finalement, la voix disait quelque chose et une foule de voix lui répondait en chantant. Cela a duré un moment, puis ils ont tous éclaté en un long cri qui ne s'arrêtait pas de monter en intensité. C'était si fort et si perturbant, j'ai couvert mes oreilles. Puis, tout s'est arrêté. À ce moment-là, j'étais sur le point de dire « On se tire d'ici », quand Joe m'a posé la main sur l'épaule et a murmuré « Ils sortent !» On était assez loin pour ne pas bien les distinguer, mais ce qu'on a vu, c'était une file de personnes sortir de l'ouverture de la porte. Ils se tenaient tous par la main. On a vu que certaines personnes tenaient des lampes de poche. Ils ont recommencé à chanter et des lumières de lampes de poche ont commencé à se diriger vers nous, vers la colline. On a couru à toute vitesse vers notre camp, on a pris nos affaires et on a couru jusqu'au rail. Une fois là-bas, on a couru dans la direction d'où on venait. Après quelques minutes, on s'est arrêté et avons regardé derrière nous. On a vu des lumières descendre la colline. Elles bougeaient de façon erratique, comme ceux qui les tenaient les secouaient. On a continué à courir du mieux qu'on pouvait et aussi vite qu'on pouvait. On a finalement cessé de voir les lumières et on est arrivé sur une route. Avec la carte, on savait qu'une petite ville était à environ une quinzaine de minutes de là. Et on a marché jusqu'à là, où est-ce qu'on est arrivé à une station-service ouverte 24 heures. J'ai appelé ma femme pour qu'elle vienne nous chercher. Ma femme et d'autres amis ont tous pensé que c'était des enfants qui rigolaient, mais moi, j'ai entendu ces voix qui ne ressemblaient vraiment pas à celles des enfants. Je ne sais pas qui étaient ces gens et je ne sais pas ce qu'ils voulaient, mais c'était définitivement la chose la plus effrayante qui me soit arrivée dans les bois. Oh! Ça donne des frissons. C'est... Ouah! Ça fait penser à ça fait penser à une genre de secte, satanique ou non. Pour vrai, c'est dur à dire, là, mais avec l'ensemble de ce qu'on a comme information, ça ressemble vraiment à une secte. C'est assez perturbant. Pour vrai, on sait pas ce qui aurait pu arriver si les deux gars étaient tombés endormis et puis les individus auraient sorti de l'église dans leur direction, les auraient trouvés. Ça laisse place à l'interprétation, mais c'est vraiment... ça fait froid dans le dos. Donc, messieurs, dames, êtes-vous prêts pour la troisième histoire? C'est parti. La troisième histoire s'intitule « Un voyage, un massacre ». Trigger warning, ça peut perturber certaines personnes. On parle pas de questions de nourriture ou quoi que ce soit, c'est vraiment au niveau, on dirait, violence. Donc ceux qui sont plus sensibles à ce genre de trucs-là, vous pouvez skipper. Donc, l'histoire commence ainsi. Bonjour. Durant l'été 2012, j'avais 11 ans et je suis parti avec mes parents en Équateur, en Amérique latine, durant 3 semaines. C'est un pays avec des paysages, des cultures et des villages vraiment incroyables, mais il reste malheureusement un pays majoritairement pauvre. Nous avons passé vraiment de super vacances. Heureusement, cette histoire s'est passée la dernière nuit de notre séjour et donc n'a pas gâché le voyage. Nous avons passé notre séjour à voyager dans tous les coins de pays grâce au système de bus qui circule dans tout le pays. Le dernier soir donc, nous sommes arrivés à Quito, la capitale, vers 19h pour y passer notre dernière nuit, étant donné que nous prenions l'avion le lendemain à 15h, à l'aéroport de Quito. Vivant toujours un peu à l'improviste lors de nos voyages, eh bien nous n'avions pas encore réservé d'hôtel. Nous sommes donc partis à la recherche d'hôtels, mais rien, soit complètement médiocre, soit plein. On décide finalement d'aller dans un hôtel vraiment pas ouf. Très sale, qui pue la clope, des taches sur les murs, une literie vraiment dégueulasse. Bref, c'était notre seule option. Mes parents ont décidé de faire un dernier tour en ville après avoir posé nos affaires dans la chambre, car ils ne voulaient pas rester à l'intérieur de l'hôtel vu son état, si ce n'était pas pour dormir. Moi, j'étais crevé. Et je voulais y rester pour me reposer. Mais bon, j'avais 11 ans et mes parents ne voulaient pas me laisser seul. Ils ont vraiment bien fait. On est allé manger, prendre les dernières photos de voyage et profiter de l'ambiance pour une dernière fois. En revenant vers 23h, il y avait un tas de policiers et d'ambulanciers devant l'hôtel. Ils expliquent à mes parents ce qui se passe et là, je me rappelle la tête de mes parents totalement choqués. Et moi, je comprends rien. J'avais 11 ans et je ne parle pas du tout espagnol. Les agents de police sont sortis 5 minutes après de l'hôtel avec nos affaires et nous ont conduits à l'aéroport de Quito pour qu'on puisse prendre notre vol. Je ne comprenais rien à ce qui s'est passé et mes parents me disaient seulement « Ne t'inquiète pas, il y a eu une fuite d'eau, donc on peut plus rester longtemps là-bas. » Donc je les ai crus et on a dormi à l'aéroport dans les bureaux de la sécurité qui sont plus confortables que les sièges d'aéroport pour ceux qui savent. Donc on est rentré en France et le lendemain j'ai oublié cette histoire avec les années. Mais il y a quelques temps, en regardant les photos de ce voyage, je me suis rappelé de cette histoire donc j'en ai reparlé à mes parents. Et ce qu'ils m'ont dit m'a complètement choqué. Ce fameux soir, pendant que nous étions sortis en ville, un malade mental était rentré dans l'hôtel, armé, et a assassiné tous les touristes qui se trouvaient dans l'hôtel jusqu'à ce qu'il se fasse abattre par la police. C'est
atroce. Il y a eu 9 morts en comptant le terroriste, dont 8 touristes abattus, dont certains que nous avions rencontrés en se rendant à l'hôtel pour prendre notre chambre, avec qui mes parents avaient discuté. D'après ce que je sais, il n'y a pas eu de Français tués ce soir-là, mais il y a eu 2 couples anglais et une famille allemande. L'un des 2 couples anglais était ceux avec qui mes parents avaient discuté et avaient fait des liens d'amitié. Quand j'ai appris ça, j'étais terrorisé. Jamais j'aurais pu croire qu'il s'était passé un tel drame à ce moment-là. Et je me dis que si mes parents m'avaient laissé me reposer dans cet hôtel-là ce soir-là, je ne serais peut-être pas là pour raconter cette histoire. C'est complètement horrible. C'est une histoire qui... C'est une histoire qui fait froid dans le dos, surtout quand on pense la victime... en fait, l'utilisateur qui raconte cette histoire-là n'aurait pu jamais se retrouver sur Reddit aujourd'hui. À cause des circonstances horribles entourant l'histoire. Bref... Soyez toujours prudents en voyage dans ce genre de contexte-là, mais quand vous voyagez, soyez excessivement prudents. Vaut mieux l'être plus que pas assez. Donc, les amis, c'est déjà la fin de notre 3e épisode de Thread Horreur. J'espère que ça vous a plu. J'espère que c'est le genre de contenu qui vous intéresse. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter et partager la vidéo à vos potes pour qu'ils puissent frissonner comme nous. Je vous dis à la prochaine pour un prochain Thread Horreur. Let's go!